Il est 11h32, on va démarrer ce webinaire. Et ben déjà, bienvenue à tous et merci de votre participation pour ce webinaire voilà, dédié au bureau d'études, dont l'objectif est de vous apporter des éléments sur les nouveautés des règles du Fonds Chaleur et notamment de sa délégation locale qui est appelée sur notre territoire la prime éco-chaleur. L'objectif derrière ça, c'est que effectivement, on, on arrive ensemble aussi à développer ces projets de chaleur renouvelable et que vous puissiez avoir un panorama de l'ensemble voilà, des critères d'éligibilité qui sont euh, voilà, mis en place et notamment avec quelques nouveautés cette année. Et puis on présentera également quelques retours d'expérience qui permettront d'illustrer le potentiel, les bonnes pratiques, des points de vigilance sur différentes opérations qu'on a pu accompagner jusqu'à présent. Alors, globalement, le format du webinaire, ce sera de l'ordre d'une heure, donc ça nous amènera jusqu'à 12h30 avec des temps de questions-réponses. Le webinaire est enregistré. Je vous demanderai du coup, pendant la partie présentation, de couper vos micros. On laissera du coup effectivement des temps de questions-réponses à la fin de grosses parties. Et puis, je suis également secondé de Mathis, qui travaille sur le dispositif avec moi, qui s'assurera un peu voilà, regarder les questions en temps réel et qu'on pourra traiter à la fin des grandes parties. Et puis, en fonction des retours, s'il y a des cas précis sur lesquels voilà, il peut toujours y avoir un peu des questionnements, on pourra apporter potentiellement des questions après via une fac qui pourrait être diffusée avec le présent webinaire. Donc voilà, je vois que sur la partie présentation, ça a encore fait venir un peu de personnes. Eh bien, merci de nous retrouver. Donc, ce que je vous disais, les premiers éléments concerneront du coup le dispositif, l'enjeu général de la chaleur, l'accompagnement qu'on apporte et spécifiquement que l'on apporte sur le territoire de la métropole de Lyon. Nous, en tant qu'Alec Lyon et opérateur qui appuie le dispositif qui est bien porté par la métropole sur notre territoire, nous verrons les critères d'éligibilité, les qualifications des prestataires d'études. Donc voilà, ça peut vous concerner concrètement directement pour la réalisation d'études et l'éligibilité dans ces études de faisabilité notamment. Et ensuite, toute cette phase de retour d'expérience où on essaiera de mettre en avant voilà, des cas concrets qu'on a pu accompagner, vous le verrez, sur les différentes filières euh, et transmettre quelques ressources, notamment issues d'éléments de l'ADEME qui ont été produites suite à l'ensemble des dossiers Fonds Chaleur. Euh, et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions déjà tout au long de la présentation. Donc, je vais me présenter. Je suis Lucas Venosino, je suis chargé de mission efficacité énergétique et énergie renouvelable au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC Lyon. Nous sommes une association à but non lucratif. Nous sommes un acteur local dont le périmètre d'action est le territoire de la métropole de Lyon et on a été fondé en 2000 par la métropole. Euh, notre, notre objectif, notre action au quotidien consiste en fait à réduire les consommations d'énergie et d'eau sur le territoire et développer les énergies renouvelables à travers voilà, des objectifs après qui sont déclinés, comme vous pouvez le voir ici, à travers voilà, six sous-déclinaisons, mais qui contribuent toutes à cette volonté-là. Et aujourd'hui, spécifiquement, on va traiter du sujet du développement des énergies renouvelables et spécifiquement de la chaleur renouvelable. Alors, effectivement, sur le territoire, on a une délégation du Fonds Chaleur que l'on a appelé, voilà, c'est un nom communicant qui s'est appelé la prime éco-chaleur sur notre territoire et qui s'intègre dans un contexte national lié à la chaleur. Finalement, pourquoi la métropole a décidé de contractualiser avec l'ADEME euh, une délégation locale du Fonds Chaleur. Alors déjà, du côté national, vous n'êtes pas sans le savoir, du coup, on a eu la publication de la PPE qui a été euh,
publié, partagé, donc qui s'intègre dans un cadre général qui est la stratégie française pour l'énergie et le climat, avec voilà, différents volets qui sont intégrés dans cette stratégie, dont un qui va concerner la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui est la troisième, et qui traite la période 2025-2035 en donnant des objectifs. Donc les objectifs généraux de cette PPE globalement et de manière générale de la stratégie pour l'énergie et le climat, c'est atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Vous le voyez, réduire de 50% la consommation d'énergie d'ici 2050 et globalement aussi sortir des énergies fossiles. Donc voilà, il y a des horizons qui sont donnés. Si on regarde l'objet, de toute façon, c'est sur cette partie-là, c'est l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre via deux volets principaux qui sont la consommation d'énergie finale à réduire. Donc avec, vous le voyez, en fonction des différentes années, des objectifs indiqués, donc passer de 1510 TWh à 1100 TWh en 2035, et puis un peu aussi changer le paradigme sur la consommation et la part de consommation assurée par les énergies fossiles, en passant de 60% d'énergie finale aujourd'hui fossile dans la consommation totale de la France, à plutôt 30% d'énergie finale fossile en 2035. Donc voilà, avec des paliers en 2030. Mais donc du coup, il y a fort à agir. Et si on regarde les déclinaisons du coup par filière, donc je vous les ai mis là. Alors après, sur pas mal de filières, on voit que c'est de l'ordre du trait de la ligne presque, donc c'est pas forcément ultra lisible. Donc on voit que l'énergie renouvelable était, enfin elle donc ici on a l'évolution des consommations de chaleur renouvelables entre 2030, entre 2022 et les objectifs fixés en 2030 et 2035, avec des tendances hautes et basses qui concernent aussi bien les installations dédiées que les énergies renouvelables consommées en réseau. Et donc, du coup, vous le voyez, l'objectif global, en moyenne, il va être de l'ordre de faire à x2 ou à un peu plus de x2 sur la chaleur renouvelable. Donc, passer de 172 TWh, voilà, à quelque chose qui sera entre 328 et 421 TWh. Et puis après, du coup, je vous ai représenté la multiplication de la production annuelle assurée par les différentes énergies. Donc, vous pouvez le voir, x5 sur la production assurée par les packs géothermiques de surface. Il y a aussi voilà, un développement sur la géothermie profonde, x6 sur le solaire thermique. Donc, il y a des très gros objectifs là, sur ces volets-là. On verra aussi tout à l'heure des exemples. x3 sur la chaleur de récupération livrée par les réseaux de chaleur. Non, non, là c'est x3 sur la chaleur livrée par les réseaux de chaleur. Donc, voilà, développer encore plus ces réseaux et surtout les verdir encore plus. x6 sur la récupération de chaleur fatale. On est beaucoup plus modéré sur le développement de la biomasse avec ouais, de l'ordre de plus 20%. Voilà, voilà, on a atteint quand même un certain volume. Donc maintenant, la biomasse va être réservée aussi voilà, sur les sujets vraiment où elle est attendue, enfin, où elle est indispensable pour décarboner, sur certains usages voilà, où ça va être nécessaire. Et puis développer le froid renouvelable. Et du coup, il y a quand même aussi un x2,8 sur les packs aérothermiques qui était déjà euh, un volume assez important présent. Donc après, bah, du coup, finalement, sur le territoire, comment ça s'est décliné et comment, enfin, quel lien on peut faire avec le territoire. Sur le territoire de la métropole de Lyon, il faut savoir qu'à peu près, c'était 31 TWh qui sont consommés. Donc, vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, à peu près 36, allez, on peut globaliser en disant 40% de l'énergie est utilisée pour de l'usage chaleur. Donc là, les 36, ce sont des usages chauffage, ECS. On a du mal à décliner la part chaleur de l'industrie
heu, qui est plutôt présente dans les 64. Donc en gros, on serait plutôt à de l'ordre de 40 à peu près, de l'usage, chaleur sur le territoire, le reste étant, de la mobilité, de l'électricité. Et puis du coup, sur ces 36, donc cette part de chaleur, aujourd'hui, on est à de l'ordre de 9 qui est assuré par de la chaleur renouvelable. Alors bien sûr, les chiffres sont de 2022, mais finalement, ils n'ont pas encore beaucoup, évolué par rapport à ces données-là, voilà, issues de l'observatoire régional Orcaille. Et donc du coup, bah, voilà, derrière ça, la métropole, bien sûr, se donne pour objectif d'agir pour augmenter cette part, d'énergie renouvelable et notamment, bah, via le développement des réseaux de chaleur et via le développement des installations de chaleur renouvelable dédiées. Et bah, c'est tout le sens du dispositif, de la délégation, locale du fonds chaleur, la prime éco-chaleur qui a été mis en place, depuis 2020. Donc il s'agit d'un dispositif d'accompagnement des maîtres d'ouvrage métropolitains, donc ce n'est pas uniquement un guichet d'aide. Derrière ça, il y a aussi, de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc dans la réalisation derrière d'installations de production de chaleur, finales qui doivent sortir, heu, sur le territoire et donc c'est une délégation territoriale du fonds chaleur de l'ADEME qui est signée bien sûr entre la métropole de Lyon et l'ADEME et donc du coup, les porteurs de projets auront directement une convention de financement avec, la métropole qui porte ce dispositif, dont les financements sont directement quand même derrière issus du fonds chaleur de l'ADEME, voilà, autour de 800 millions d'euros encore cette année. L'objectif pour la métropole, c'est bien sûr d'assurer, bah, ces objectifs de schéma directeur, plan climat, air, énergie, territoire et porter à 17 d'énergie renouvelable, locale, heu, la part de production dans les consommations du territoire, production d'énergie renouvelable dans les consommations du territoire. Donc là, c'est électricité et chaleur comprises, mais du coup, voilà, il va y avoir un vrai levier puisqu'on a vu qu'on était, globalement sur un taux, pas encore très élevé de chaleur renouvelable, sur le territoire et donc il y a un vrai potentiel, sur cette décarbonation de la chaleur. Le dispositif permet du coup, ouais, effectivement, en plus de voilà, ce que l'on connaît aussi du fonds chaleur, hein, des aides aux études de faisabilité, études préalables, études d'aide à la décision. Également, on pourrait aider des forages de reconnaissance jusqu'à 70. Elle permet également des études des financements sur l'aide à l'investissement derrière, puisque l'objectif, c'est de réaliser derrière, les travaux concrètement. Et elle ajoute aussi l'aspect d'animation sur le territoire, donc des structures comme, l'ALEC qui va se placer finalement en opérateur associé à la métropole pour, accompagner les maîtres d'ouvrage dans le développement des projets. J'y reviendrai après sur concrètement, les éléments qui sont assurés, dans ce cadre-là. Depuis 2020 et depuis la mise en place du dispositif, c'est environ 35 gigawattheures par an qui ont été, développés de projets de chaleur renouvelable. C'est, 80 projets environ et plus de 11 millions d'euros, de subventions engagées depuis 2020. Donc ça veut dire que voilà, on a distribué 11,2 millions d'euros d'aides sur le territoire. Et on a encore une enveloppe mobilisable de l'ordre de 5 millions d'euros, comme vous pouvez le voir, 5,5 millions d'euros, d'ici à avril 2027, qui est la date aujourd'hui, voilà, sur lequel on a la connaissance de, enfin, qui est la date aujourd'hui de fin du contrat. Bien sûr, après l'objectif, ce serait qu'il y ait une logique, de poursuivre, bah, ce contrat de chaleur renouvelable, mais aujourd'hui, en tout cas, on a la connaissance certaine que jusqu'à avril 2027 du contrat. Donc c'est des choses qu'on prépare, pour la suite, mais pour l'instant, bah, c'est cette date qui est à prendre en jeu. Donc ça veut dire que tout projet qui passe en commission avant cette, période d'avril 2027, aux travaux ou aux études, peut être, subventionné. Les principes du dispositif, alors du coup, déjà, le la prime éco-chaleur est à disposition, bien sûr, de l'ensemble des acteurs du territoire. Ça, vous le savez. Heu, donc il faut que ces acteurs, ce soient des professionnels, qu'ils aient un SIRET.
C'est en cela que les maisons individuelles, finalement, ne sont pas concernées et il faut que ce soit des acteurs qui ne soient pas des, des déconcentrations de l'État directement et donc, du coup, que ce ne soit pas, par exemple, des ministères qui n'auraient pas droit à ce dispositif. Mais globalement, en fait, l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit un bailleur social, une copropriété, une entreprise, une commune, un établissement public, peut recevoir le dispositif est éligible. Le dispositif est cumulable avec les C2E pour la majeure partie des filières, euh, excepté aujourd'hui pour le solaire thermique, c'est un peu la seule encore qui, même s'il y a des discussions, c'est pas encore, du coup, voilà, c'est pas encore cumulable, mais peut-être que dans l'année, il pourrait y avoir des évolutions. Une nouveauté sur laquelle on n'avait pas encore beaucoup communiqué quand même, enfin, alors c'est pas forcément une nouveauté, mais en tout cas, c'était quelque chose qui nous a été transmis progressivement par ADEME. Il y a la récupération de chaleur fatale pour les projets de récupération inférieurs à 1 gigawattheure qui est éligible depuis du coup, enfin, depuis 1 an environ. Et donc, du coup, voilà, vous pourrez valoriser ce type de projet en valorisation interne ou externe dans le cadre du dispositif. Après, donc, du coup, les réseaux de chaleur sont également éligibles. Vous voyez les seuils, les capteurs solaires thermiques avec les seuils indiqués, et la géothermie aussi avec ces seuils indiqués, avec une valorisation aussi. En plus, on est sur le fond chaleur, mais on a quand même une valorisation de la réversibilité des systèmes avec du géocooling, du froid actif qui peuvent être valorisés en bonus, euh, voilà, complémentaire. Donc, ça peut être intéressant après pour le bilan économique du projet. Et puis sur les chaufferies bois, vous voyez une nouveauté importante, c'est que du coup, voilà, les constructions neuves ne sont pas éligibles aux chaufferies bois dédiées, euh, puisque du coup derrière, ça veut dire que on a la possibilité, enfin, l'ADEME considère que sur des projets neufs, on a la possibilité de mettre des émetteurs basse température avec des besoins voilà, réduits et que des solutions autres peuvent être mises en place et que ce n'est pas la place du bois d'être développé sur ce type d'opération. Voilà, c'est un peu comme ça quand même que la logique est présentée. Et donc, du coup, par contre, on pourra quand même continuer de financer des opérations sur des projets de rénovation énergétique euh, où on intégrerait une chaudière bois. Et c'est pareil pour des ensembles de réseaux de chaleur alimentés 100% par du bois, ce ne serait pas éligible au dispositif. Donc, les modalités de versement, en fait, sont assez simples. On verse 100% de l'aide aux études une fois la réalisation de l'étude enfin, transmise sur instruction. Et puis, l'aide à l'investissement est intéressante puisqu'elle est quand même assez, elle est quand même assez incitative. Elle est quand même assez incitative avec 40% donnés dès le démarrage des travaux sur transmission d'un ordre de service. Donc ça, c'est bien pour avoir facilité la trésorerie rapidement. Et puis après, du coup, on a un deuxième acompte de 40% à la mise en service où bah, nos services vont venir sur place, vérifier que l'équipement en place est bien celui pressenti, que les compteurs sont en place et fonctionnent bien. Et donc, du coup, on peut bien lancer l'installation pour ensuite avoir le solde qui est versé en tout ou rien selon le bilan de la première année d'exploitation. Voilà, donc en gros, si vous atteignez 80% de la production estimée, 80% ou plus, vous aurez le solde. Si vous n'atteignez moins de 80% de la production estimée, puisque du coup l'aide est forfaitaire en fonction d'une production, j'y reviendrai juste après, vous n'aurez pas le solde. En gros, on se laisse 20% de marge d'erreur par rapport à la production estimée. Donc vous le verrez juste après, les calculs qui sont faits pour calculer justement cette aide en fonction du mégawattheure estimé. Donc les dossiers sont bien déposés avant l'engagement financier, soit avec le prestataire d'études, soit avec l'installateur travaux. L'objectif derrière ça est bien de montrer que l'aide est incitative. Ouais. Donc du coup, après, dans l'accompagnement, bah, l'ALEC va avoir différents rôles et peut intervenir, par exemple, en amont de vos structures.
Mais parfois, du coup, c'est directement vous qui avez identifié des potentiels et qui vous avez accompagné ces potentiels. Donc, bah, du coup, sur ces acteurs-là, c'est un peu un travail, je dirais, collectif qu'on peut on peut avoir. Heu, on va pas forcément avoir de plus-value à intervenir. Si, par exemple, vous avez identifié un potentiel lors d'un audit énergétique et que vous l'avez, estimé, chiffré, que voilà, le maître d'ouvrage a pu après faire un choix éclairé pour aller plus loin vers une étude de faisabilité, bah, nous, on n'a pas vraiment de plus-value à faire une note d'opportunité qui a un peu l'objectif de, pareil, valider une pertinence technico-économique, d'aller plus loin, en fait. Et donc après, nous, c'est un peu le rôle qu'on peut avoir, aller au-delà des porteurs de projets pour les inciter via ces notes d'opportunité qui va, voilà, leur donner, le coût, on fait une projection au coût global pour aller plus loin et avoir une décision éclairée. Donc après, ensuite, on a l'étude de faisabilité qui va se faire. Heu, donc là, c'est directement vous, bureau d'études, qui allez, pouvoir réaliser ces études qui sont financées jusqu'à 70 en fonction des acteurs. Et puis du coup, après, vous avez, hem, on peut avoir un appui, nous, au moment de la sélection du maître d'œuvre, par exemple, pour vérifier que les compétences sont bien indiquées, enfin, respectent bien, les critères, du fonds chaleur notamment. Heu, des fois, on peut aider à des cahiers des charges types. Et puis, il va se dérouler la phase de conception par la maîtrise d'œuvre et bah, pareil en amont, enfin, lors de la transmission des pièces écrites, on peut aussi arriver à vous donner des conseils. De toute façon, on le verra aussi sur la phase d'instruction qui se passe juste avant la sélection des entreprises. Donc voilà. Après, donc la demande de financement, elle va se retrouver en phase de faisabilité et à la fin de la conception, au moment du dépôt, d'une aide aux travaux. Hem, voilà. Et donc bon, je le répète pas, donc vous voyez aussi sur les modalités d'aide à la décision tout ce que l'on peut financer, donc des études de faisabilité, comprenant aussi de la réalisation de tests de réponse thermique, de forage d'essai, donc voilà, qui permettent aussi d'évaluer, par exemple, la géothermie plus en détail. Et puis, vous voyez la méthodologie qui est respectée. Il y a un cahier des charges pour chacune des opérations aidées. Il y a une qualification du bureau d'études qu'on verra juste après, sur, les conditions d'éligibilité et financement pour que vous sachiez concrètement quelles sont ces qualifications. Et puis voilà, vous avez les modalités de versement en dessous avec les taux d'aide en fonction des acteurs. Vous voyez ici, mais je ne vais pas y aller plus en détail, on le verra dans les exemples, heu, le mode de fonctionnement. Donc sur les aides aux travaux, ce sont des aides forfaitaires sur la plupart des énergies, géothermie, solaire thermique, bois énergie, donc des euros du mégawattheure sur la ressource, hem, donc sortie équipement pour le bois énergie, pour le solaire thermique. Géothermie, c'est pris dans la ressource, donc côté ressources. Et après, du coup, vous voyez qu'on peut financer, bah, des opérations de réseau de chaleur associées à ces énergies. Donc là, c'est des euros du mètre linéaire. Et puis après, du coup, une nouveauté, c'est, la possibilité d'intégrer une analyse économique, ouais, sur des opérations de récupération de chaleur fatale, excepté s'il y a des fiches standardisées C2E, bah, dans ce cadre-là, hem, on priorise, enfin, il n'y aura pas d'aide du fonds chaleur, c'est, directement la fiche C2E. Ouais. On vous propose du coup de faire un petit temps de questions-réponses si vous en avez. Donc il n'y a rien dans le chat pour le moment, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser à l'oral maintenant avant qu'on passe à la suite. Voilà. Et on va voir un peu plus en détail les critères d'éligibilité. Donc si c'est ça les questions, vous allez les avoir. OK, bon. Et ben, du coup, on va passer sur la suite, sur les critères d'éligibilité. Donc, globalement, l'ADEME a mis en place une démarche depuis 2024 qui se nomme, la démarche ENR Choix, donc qui a un peu, alors qui était déjà appliquée globalement, mais, voilà, qui s'impose encore plus et qui parfois oblige un peu à à à justifier toutes ces étapes. Qui fonctionne de la manière suivante. L'objectif, bien sûr, c'est de réduire les consommations pour, mettre en place une énergie renouvelable sur, un bâtiment qui a déjà fait ses efforts de sobriété et d'efficacité, ou en tout cas qui en a dans son plan d'action, futur.
Et donc, du coup, on prévoit déjà la mise en place de ces équipements dans l'installation future d'énergie renouvelable. La deuxième chose, bien sûr, c'est quand même de regarder s'il y a des possibilités de mutualisation à l'échelle d'un site, voire de raccordement à un réseau de chaleur. Bien sûr, voilà, c'est sûr que si un réseau de chaleur passe devant, il sera prioritaire et potentiellement, du coup, ça veut dire qu'il ne pourra potentiellement ne pas y avoir d'aide sur des installations dédiées. Voilà. Et puis ensuite, après, bah, il y a une priorisation à avoir des énergies renouvelables, enfin, qui peut être réalisée, mais bien sûr, encore une fois, il peut y avoir des cas où cette priorisation, elle n'est pas forcément, voilà, comme vous le voyez, hiérarchisée de cette manière-là. Il y a des usages qui vont être nécessairement alimentés par la biomasse, par exemple pour des forts niveaux de température. Mais globalement, prioriser déjà les énergies perdues, les énergies ensuite présentes sur place, géothermie et solaire thermique, et réfléchir à la biomasse en recours complémentaire. Il faut savoir du coup aussi que sur le territoire de la métropole de Lyon, on est quand même sur un territoire assez urbain où le réseau de chaleur est fortement développé, puisqu'on a quand même 9 réseaux de chaleur, un qui est en délibération pour une DSP aussi sur côté Sauniseron, donc voilà, qui va arriver prochainement. C'est 250 km de réseau, donc vous pouvez voir ici que à chaque fois, donc on vous met le lien vers France Chaleur Urbaine que vous connaissez aussi, je pense tous, qui vous permet de déterminer si vous êtes dans une zone de classement. En tout cas, il faudra justifier du développement de l'installation d'énergie renouvelable dédiée euh, par des difficultés de développement du réseau de chaleur ou des justifications et dérogations qui sont prévues et qui sont possibles, euh, voilà, comme les contraintes techniques, le taux de NR, la disproportion manifeste économique, et puis des contraintes liées au délai aussi d'arrivée du réseau de chaleur. Euh, donc ouais, globalement, en fait, le dispositif est complémentaire du développement des réseaux de chaleur et doit traiter finalement le reste de la métropole. C'est pour ça qu'on a développé aussi beaucoup d'installations en dehors du développement des réseaux de chaleur. Alors, sur la partie euh, euh, critères d'éligibilité et financement, je vais quand même aller assez vite parce que du coup, voilà. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les critères et peut-être aller plus spécifiquement sur ce qu'il y a eu en modification, sur les critères d'éligibilité et financement, il y a toujours des éléments sur réalisation d'une étude préalable, globalement, euh, éléments techniques, qualification des acteurs et instrumentation également. Donc, vous voyez en fait que ces critères sont présents sur l'ensemble, enfin sont présents sur le site du dispositif. Par exemple, pour le réseau de chaleur, voilà, il faut une étude préalable de faisabilité ou schéma directeur. Nous, on va plutôt financer, puisque les réseaux de chaleur sont plutôt développés dans le cadre de contrats globaux qui ont été supportés par l'ADEME depuis le début du développement des réseaux, et donc qui sont gardés à la main de l'ADEME. Et nous, on va plutôt développer et aider des réseaux privés. Donc, à l'échelle, par exemple, d'une entreprise, d'un industriel, ou des réseaux techniques, par exemple une commune qui ne vend pas d'énergie à des tiers et qui va alimenter uniquement ses bâtiments dans son centre-bourg, par exemple. Donc voilà, il y a des critères sur les taux de NR supérieurs à 65%, des critères sur la densité de réseau, euh, et on va aider des installations qui vont aller jusqu'à 12 000 MWh, comme vous l'aviez vu avec des cumuls possibles fond chaleur C2E. Euh, à gauche, vous avez la qualification pour les bureaux d'études pour bénéficier de l'étude de faisabilité. Ensuite, sur la récupération de chaleur fatale, euh, bah, là encore, on a une qualification spécifique à avoir. J'ai mis la prochaine session, notamment de la qualification RGE études donnée par l'AFNOR. Là encore, sur la récupération de chaleur fatale, il y a des études de faisabilité préalables à avoir et l'intégration dans une feuille de route décarbonation qui doit aussi regarder avant de récupérer la chaleur fatale, finalement, des optimisations qui pourraient être faites, puisque finalement, si on fait des optimisations sur un process, peut-être qu'il y a moins de chaleur fatale et que ça va devenir moins intéressant
de développer, enfin, le temps de retour sera beaucoup moins intéressant finalement si on améliore l'efficacité énergétique du système ou du process. Donc vous voyez tous les projets de récupération de chaleur fatale qui sont éligibles. Les packs avec remontée de température ont des COP à respecter. Euh, et globalement, le cumul fond-chaleur C2E peut être possible uniquement en cas d'absence de fiches standardisées. Enfin non, du coup, en fait, ouais, il sera pas possible globalement, puisque inférieur à 1 gigawattheure, euh, c'est soit il y a une fiche C2E, et donc du coup, il n'y aura pas de fond chaleur, soit sur le système, il n'y a pas de fiche C2E, et ben, dans ce cas, il peut y avoir une aide du fond chaleur. On l'avait vu en analyse économique, c'est de l'ordre de 30, 40 ou 50% d'aide sur l'investissement éligible. Euh, Sur la partie solaire thermique, voilà encore des éléments sur des études préalables et potentiellement des exigences un peu moins importantes pour des installations de moins de 50 mètres carrés, euh, notamment sur la réalisation d'une étude de faisabilité. Voilà, elle peut être faite en interne avec un installateur qualifié en plus. La mise en service dynamique et systématique, ça c'est ultra important. Et puis on a des critères techniques qui vont montrer le bon dimensionnement et surtout la mise en place, par exemple, de schémas de principe validés. Enfin, validés et normés, étudiés par notamment le centre de ressources Sokol pour avoir des installations les plus performantes possibles et les plus robustes. Voilà, contrat de maintenance, les qualifications, bah, globalement, une qualification à l'échelle de l'ensemble des étapes, phase étude, avec le RGE étude 2014, vous les voyez en haut à gauche. Et puis la calisol collectif, qui est globalement préconisée pour la partie travaux. Euh, voilà, on peut avoir pour des petites installations, des petites subtilités où on va aller un peu moins loin dans la qualification, mais globalement, c'est l'idée. Voilà. Sur la géothermie, sur sonde ou sur nappe, euh, pareil, des études préalables. Alors, important, une nouveauté 2026, c'est que du coup, sur la partie étude de faisabilité, sur de la géothermie sur nappe, on a nécessité d'avoir une double qualification. Donc, sur l'acteur qui va travailler sur la partie surface, estimation des besoins, dimensionnement de la pompe à chaleur, euh, et puis tous les calculs économiques et environnementaux. Et puis, on a également la qualification de l'acteur qui va travailler sur la partie sous-sol, voilà, qui est la 1007. Euh, voilà, globalement, le reste n'a pas changé, excepté pour des petits projets de moins de 100 MWh aussi, vous pouvez le voir ici. Euh, on n'est pas obligé, pour ne pas gréver l'économie du projet, de réaliser une étude de faisabilité, mais qui peut être remplacée par une note d'opportunité, donc faite par des animateurs chaleur renouvelable comme nous, et en plus une note de dimensionnement de l'installateur. Voilà. Après, le reste n'a pas changé, des éléments sur des critères techniques, donc les COP. Sur l'aérothermie, je ne vais pas en parler parce que sur le territoire métropole, c'est très à la marge. Euh, ça ne peut presque jamais rentrer en critères d'éligibilité. Et puis, voilà. Globalement, moi, ce que je préconise quand même, c'est que, ça va peut-être presque même au-delà, mais c'est que même pour la sonde, c'est bien d'avoir la double qualification et que les deux acteurs se parlent. Ça, c'est très important. Euh, Et donc, ça permet aussi, puisque c'est une demande dans les fiches C2E, de bénéficier des C2E et du fonds chaleur, puisque une nouveauté du coup aussi 2026, c'est le cumul possible fonds chaleur C2E. euh, voilà. Après, bien sûr, il y aura des écrêtements nécessaires si ça arrive, euh, sachant que le fonds chaleur euh, est lié à l'encadrement européen des aides. Voilà, donc, potentiellement un écrêtement de l'aide publique, euh, mais, mais un vrai intérêt maintenant de développement avec le cumul fonds chaleur C2E. Donc, vous voyez à gauche les qualifications et du coup les potentielles prochaines formations. Sur le bois, bah, voilà, la principale nouveauté concerne les chaufferies biomasse dédiées sur un bâtiment neuf qui ne sont plus éligibles. Et puis quelques
Enfin, ouais, donc globalement, c'est la seule nouveauté. Donc, je ne vais peut-être pas aller plus dans le détail sur cette partie-là. Il y a des éléments sur les valeurs limites d'émission, sur les rendements, sur la qualification des professionnels et sur l'instrumentation. Là, on demande un compteur en sortie chaudière-bois, bah, effectivement, pour savoir ce que l'on produit par le bois et puis potentiellement, si on est en biénergie, connaître le taux de couverture. Voilà. Et là encore, vous avez les sessions de formation. Indiquées. Donc là, c'est vraiment un des acteurs qui doit être qualifié. Euh, et préférentiellement, bien sûr, l'acteur qui réalise la conception quand même. Mais bon, il est recommandé que même, même les deux acteurs soient qualifiés. Ouais. Il y avait une question dans le chat, j'étais en train du coup d'y répondre, mais là ça tombe bien, je pourrais y répondre à l'oral. Donc Ouais. une question de Monsieur Monvigné. Bonjour, pour le solaire thermique, partie étude, faut-il les deux qualifications, 20-10 et 20-14? Alors du coup, ça sera soit l'une, soit l'autre. Il n'y a pas forcément besoin de la double qualification sur le solaire thermique. Ouais, tout à fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à les poser directement avant qu'on passe du coup à la deuxième partie. Oui, bonjour. Aurélien Oui, Blondeau, Ginger Burjap. oui. Moi, j'ai une question justement entre l'articulation des aides fonds chaleur et CE qui sont cumulables à partir de cette année, plus spécifiquement concernant la géothermie. Ça, c'est valable sur des projets en neuf et en rénovation? Alors non, oui. Les C2E sont réservés du coup à la rénovation énergétique. Donc du coup, ça ne s'appliquera que pour, euh, que pour des projets où le bâtiment est rénové. Ouais. Un projet neuf ne peut pas avoir de C2E. Ok, très bien. Ouais. Par contre, en effet, du coup, en rénovation, en plus, il y a des possibilités de bonification. Donc, si vous êtes au gaz avant ou au fuel, euh, donc là, ça peut devenir très intéressant de cumuler les deux. Les C2E ont une bonification de x5 enfin, par rapport à leur valeur sur des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. Ouais. Donc du coup, je vais vous présenter maintenant quelques retours d'expérience de projets accompagnés, et puis on pourra voir un peu aussi le lien avec le potentiel. Et là encore, je reprends un peu la démarche ENR Choix avec euh, déjà présenter des énergies voilà, qui sont disponibles sur place. Donc là, vous voyez le territoire de la métropole de Lyon avec, bah, voilà, effectivement, il y a quelques éléments, quelques contraintes réglementaires qui vont peut-être faire que sur ces territoires-là, ça sera un peu plus compliqué. Sur ces zones-là, il y aura certainement des rapprochements avec les services appliqués d'urbanisme des villes concernées. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'endroits où on a un potentiel de développement assez important, avec une irradiance très bonne. Et puis voilà, j'ai mis en comparaison du PV, on est quand même sur des pourcentages de rendement largement supérieurs. Euh, et voilà, donc du coup, il y a un vrai intérêt à développer, à savoir que sur le territoire, il existe un cadastre solaire. Si vous tapez cadastre solaire Grand Lyon, vous pourrez avoir directement voilà, le potentiel du toit, sa surface utile, et ça prend en compte l'irradiance avec les effets d'ombrage de bâtiments à proximité, liés à la canopée également. Donc voilà, il y a ce type d'outils qui existent. Et par exemple, bah, du coup, c'est le cas, c'est développé sur un EHPAD, puisque du coup, les établissements médico-sociaux sont très, très favorables avec des occupations très fortes, et notamment peu de baisse en été sur l'occupation, enfin pas de baisse finalement. Et donc, du coup, un vrai intérêt à développer le solaire thermique. En plus, vous le voyez, on a une toiture vraiment qui se porte très bien au développement et à la mise en place de panneaux. Donc ici, 38 mètres carrés de capteurs solaires thermiques avec 2500 litres de stockage va permettre d'assurer de l'ordre de 41% des besoins. Alors là, en plus, on est sur 41% des besoins d'eau chaude et de bouclage. Donc finalement, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ce qui est souvent, enfin, ce qui est un peu dommage parfois, c'est qu'on oublie de valoriser du solaire
pour alimenter la boucle de distribution. Donc voilà, il est vraiment, enfin, je pense que ça peut être une bonne pratique de bien intégrer, en plus des besoins de CES, les besoins de distribution euh, qui permettent de dimensionner un peu plus fort le solaire. Ici, on est sur un bâtiment existant, donc tout à l'heure dans les critères, vous l'avez peut-être vu, mais on doit avoir les besoins réels dans l'existant du bâtiment. Donc là, il y a eu un financement initialement d'une campagne de mesure avec le financement d'un compteur d'ECS, enfin, donc compteur d'eau finalement qui a été mis sur l'entrée froide qui alimente le ballon ECS actuel pour savoir exactement quel était le mètre cube d'eau consommé pour l'ECS de ce bâtiment. Et donc là, on est sûr du dimensionnement. euh, et là, encore une fois, sur cet aspect besoin, l'estimation des besoins, c'est vraiment important d'avoir de la mesure quand on est sur de l'existant. Sinon, on peut utiliser les ratios SOCOL. Je mets les ressources juste après. On est sur de l'ordre de 60 000 euros d'investissement avec un taux de subvention. Donc, tout à l'heure, vous l'avez vu, c'était de l'ordre de 1120 euros du mètre carré, du mégawattheure, pardon, euh, injecté dans le réseau de distribution par la production solaire. Et donc, du coup, ça nous donnait ici de l'ordre de 16,50 de temps de retour brut. Alors, attention, en plus, c'est brut. Donc, si on actualise le prix de l'énergie, voilà, on est plutôt autour de 13 ans, 12-13 ans. euh, en prenant en compte les aides, en prenant en compte le coût de l'énergie effacée et en prenant en compte quand même un surplus d'exploitation maintenance pour maintenir l'installation. Voilà, après d'autres, ça a été le choix du coup, enfin, de développement de chaleur par exemple sur cet établissement avec, vous le voyez ici, des installations de solaire thermique mises en place sur la toiture en plein sud, enfin, quasiment plein sud. Et puis du coup, bah, voilà, après, il y a des pistes de développement très intéressantes sur des potentiels sur les centres aquatiques. Voilà, on étudie actuellement sur, euh, sur des potentiels sur des centres de spa, par exemple, sur des établissements médico-sociaux. Bien sûr, encore, on y poursuit. Sur du logement collectif, hein, Mathis aussi travaille beaucoup avec la copropriété. Sur de l'hôtellerie plutôt occupée annuellement et moins de l'hôtellerie d'affaires, enfin, ou alors occupée annuellement. Et sur des charcuteries avec des process de lavage notamment. Donc voilà. Pour après vous donner un peu quelques ressources, et je vous proposerai, il y a une étude qui a été faite par l'ADEME sur le coût des énergies renouvelables et de récupération qui est sortie en début 2025. Voilà, et donc c'est l'édition 2024. Vous voyez en fait les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation maintenance euh, qui sont en fait issus des retours notamment des dépôts fonds chaleur. Voilà, donc en gros qui montre un peu des coûts moyens. Donc ça donne des bonnes bases, des retours concrets sur des prix d'installation. Et sur, voilà, par exemple, vous voyez le productible minimum sur le territoire, c'est 400 kWh du mètre carré. Donc, voilà. Si vous êtes en dessous de ça, ça veut dire qu'il y a un problème de dimensionnement ou quelque chose qui est un dimensionnement insuffisamment bon. Voilà, donc vous avez aussi des ressources clés. J'imagine que vous connaissez Sokol. L'INES a aujourd'hui publié d'ailleurs avec l'AQC tout- toute une série de vidéos, je vous encourage aussi, ouais, qui sont très bien faites, qui peuvent être aussi parler à enfin, aux maîtres d'ouvrage avec lesquels vous travaillez. Voilà. Maintenant, je vais passer à la géothermie de surface. Le potentiel de géothermie de surface, il est globalement quand même assez énorme sur le territoire. Euh, Vous le voyez ici, c'est des cartographies de potentiel issues de géothermie.fr. Bien sûr, elle doit se faire euh, aussi en tenant compte voilà, des incidences thermiques, de recyclage thermique et thermique associé aussi aux autres installations, mais le potentiel quand même est très important. Vous voyez à gauche la cartographie effectivement pour la géothermie sur sonde, avec globalement des potentiels assez forts sur une grosse partie du territoire de la métropole. Et après, ici aussi au milieu, le potentiel sur la géothermie sur nappe, avec des potentiels assez forts, notamment sur l'Est lyonnais, euh, et puis également sur le centre euh, Lyon-Villeurbanne, voilà, avec des zones éventuellement où voilà, il peut y avoir
des, des potentiels de développement qui doivent être regardés euh, en lien avec voilà, des possibles réchauffements de nappe, mais ça se regarde au moment après des études et c'est complètement le rôle des hydrogéologues après d'aller vers ce niveau de détail et de montrer si éventuellement des difficultés apparaissent sur le développement des projets. Vous pouvez voir que de toute façon, à droite, c'est les installations mises en place sur le territoire. Globalement, on voit que ça suit un peu quand il y a de la ressource sur nappe, bah, c'est de la nappe qui est mise. Donc à l'est lyonnais, on voit beaucoup d'installations sur nappe et sur le centre euh, Lyon, Villeurbanne, voilà. Et sur l'ouest lyonnais, où on est plutôt voilà, sur du rocher finalement, on est plutôt sur de la géothermie sur sonde ici. Donc voilà, on vous a mis aussi quelques exemples accompagnés. euh, et donc là, les simulations et les chiffres qui sont donnés sont avant le cumul avec le- les certificats d'économie d'énergie, puisque par exemple, là, les deux opérations sont de la rénovation énergétique. Euh, à gauche, c'est un projet d'un centre culturel avec une rénovation énergétique profonde quand même. Voilà, il y a plus de 80% de gains énergétiques après rénovation. Et puis à droite, un projet aussi qui a été préparé avec des abaissements de lois d'eau anticipées en amont avec des émetteurs changés en amont pour permettre le développement des systèmes qui vont produire du chaud et du froid dans les deux cas. Euh, voilà, à droite, juste pour aussi vous donner, on a moins 3 tonnes de CO2, mais c'est parce qu'on compare avec une solution d'aérothermie euh, voilà, en comparaison par rapport à ce qui était avant. Euh, et donc, voilà, encore une fois, ça ne prend pas en compte les C2E qui n'étaient pas à l'époque disponibles. Donc, on pourrait aller encore plus loin. Donc là, on assure quasiment 100%, bon, enfin, sur le centre Poprenne, 100% des besoins, et sur le site de Renault Trucks, plus de 90% des besoins de chaud et de froid par la géothermie. Euh, donc, voilà, on a remis également le même type de données qui sont issues voilà, des retours fonds chaleur sur notamment des coûts d'investissement euh, pour des installations sur nappe. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est pas. Mais si par exemple, au moment où vous faites un audit énergétique, vous devez. Enfin, vous identifiez un potentiel, il peut être intéressant aussi de, de le chiffrer au plus juste. Là, on vous donne des ratios moyens. Bien sûr, ça doit être un peu plus regardé en détail après, et chaque cas peut être différent, mais ça donne quand même des tendances avec des COP moyens qu'on peut viser effectivement sur la géothermie sur nappe. Et puis pour ordre de grandeur, avec un mètre cubeur exploité et un delta T de 5 degrés, on peut assurer 7,5 kg côté bâtiment. Voilà, ça peut vous donner aussi, en fonction du débit euh, identifié dans les cartographies géothermie.fr, si on peut assurer une grosse installation ou si on doit raisonner en bi-énergie, ce qui peut être aussi très intéressant, et notamment pour l'optimum économique. Souvent, on se retrouve à utiliser la pointe sur des nombres d'heures très faibles et ça va réduire de manière assez importante le coût de l'installation de géothermie. Voilà, et puis deux autres exemples en géothermie sur sonde cette fois-ci. Et là, du coup, c'est deux cas neufs. Alors, effectivement, peut-être la géothermie sur sonde, c'est peut-être plus simple en neuf parce que notamment dans les, alors, enfin, dans la majeure partie des cas, on peut arriver à mettre aussi des sondes sous le bâtiment, parce qu'on est quand même sur un territoire avec du foncier. C'est ce qui est, c'est produit à gauche, par exemple, les sondes sont sous le bâtiment. À droite, il y avait un peu de foncier disponible encore, donc voilà, ça ne sont pas sous le bâtiment. Vous pouvez voir, là encore, c'était avant le cumul fond chaleur C2E, donc on est autour d'une vingtaine de pourcents de taux de subvention. Et encore une fois, enfin, le pourcentage, il dépend aussi de ce qu'on met dans l'investissement, qui peut un peu varier sur les projets. Des fois, on compte le local technique. Mais du coup, à chaque fois, bon, ça peut être très intéressant. Et là encore, une fois, sur les deux projets, on compare avec de l'aérothermie, ce qui fait ouais, que
les baisses en tonnes de CO2 par an ne sont pas non plus peut-être très importantes. Euh, voilà. Du coup, avec là, je vous remets un peu encore le même export du coup des énergies renouvelables et de récupération. Euh, donc là, qui donne aussi un peu plus d'éléments en fonction de la taille de l'installation. Il y a un peu une dissociation en fonction de la gamme de puissance de l'équipement. Et puis du coup, vous avez encore les ressources clés ici. Vous voyez aussi que l'ADEME avait fait une boîte à outils pour les prescripteurs qui donne aussi des éléments financiers d'ailleurs, euh, qui va un peu plus dans le détail qu'un ratio euh, général, et qui va donner des éléments sur le forage, la PAC, de manière plus détaillée qu'un simple ratio. Voilà, après, de manière générale, les sondes, ça nécessite du foncier avec un espacement de tous les 10 mètres. Hop. Ouais, et des coûts moyens aussi d'exploitation qui sont donnés ici sur cet outil de l'ADEME, ces études de l'ADEME. Et du coup, voilà, sur le bois énergie, bah, du coup, effectivement, c'est une ressource qui est assez encore disponible, malgré qu'elle soit sujette aujourd'hui quand même à des éléments de vulnérabilité euh, en lien avec le climat. Donc, il y a des il y a des travaux qui sont menés par la cellule biomasse ORA notamment, pour évaluer la disponibilité biomasse à l'avenir. Et du coup, les conclusions, notamment par exemple pour le bois déchiqueté, c'est qu'on pourrait encore avoir un prévisionnel max de l'ordre de 1400 tonnes de bois en Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'aujourd'hui on en consomme de l'ordre de 900 000. Et encore une fois, voilà, le bois doit vraiment être réservé aujourd'hui. Alors, il va a priori y en avoir un peu plus avec le développement de la construction bas carbone, voilà, mais il va être réservé quand même sur la partie bois énergie, bah, vraiment à des utilisations où il s'impose, notamment en lien avec les niveaux de température. Euh, et puis du coup, le bois granulé, la distribution est plutôt nationale, donc du coup, j'ai donné plutôt des chiffres nationaux de aujourd'hui, l'état de la production et de la consommation. On voit qu'on est à 90% de production locale. Euh, et vous voyez aussi qu'en termes de consommation, sur le graphique, on est majoritairement aujourd'hui encore sur des volumes de bois énergie domestique. En tout cas, ça, c'est en aura. Euh, les chaufferies collectives, euh, on va dire tertiaires industrielles, sont pas une part non plus très importante en, en volume. Euh, ouais. Je vais aller un peu plus vite du coup sur cet exemple. Là, c'est par exemple l'exemple d'un établissement hospitalier qui a déjà une production gaz centralisée et qui du coup va décarboner facilement finalement, puisque du coup elle a un réseau de chaleur en jaune là que vous voyez sur le plan. Et donc du coup on va pouvoir décarboner la partie production en rouge, chaufferie centrale. Donc là c'était une étude actuellement, une étude de faisabilité qui n'est pas encore allée concrètement les travaux, mais ouais, qui montrait par rapport à la base gaz un temps de retour de l'ordre de 8,5 ans brut, encore une fois. Donc là, on serait très intéressant et avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre très importante. Ouais, et du coup, je vous mets ce même tableau permettant d'avoir les CAPEX des installations bois granulé, bois plaquettes en fonction des tailles d'installation. Euh, et enfin, du coup, la partie récupération de chair fatale, il faut savoir que sur le potentiel, l'ADEME avait fait une étude en 2017 qui était publiée un peu plus tard, qui avait montré que euh, on avait beaucoup de chaleur fatale disponible, de l'ordre de 110 TWh, et que en niveau de température, on est à environ 50% à plus de 100 degrés. Donc là, on peut le voir sur le graphique en bas, globalement, tout ce qui va être récupération sur système frigorifique. euh,
euh, vont être sur des niveaux de température plus bas, fumer des chaudières et compresseurs vont être sur des niveaux de température inférieurs à 100 degrés, qu'on peut remonter par des packs, des Reos par pompe à chaleur. Et sinon, après, il y a beaucoup d'utilisations à 100 degrés qu'on pourrait réutiliser soit en interne, soit en externe, et soit potentiellement en froid aussi. Et 50% du potentiel provient de l'industrie agroalimentaire et de la chimie plastique. Euh, pour vous montrer un exemple là d'une opération, bah, pareil, qui avait fait une étude sur la récupération de chaleur fatale euh, et une étude plus globale aussi sur la décarbonation avec des optimisations prévues. Typiquement, là, c'était arriver à récupérer la chaleur de l'air extrait pour l'injecter sur l'air admis et donc du coup récupérer cette chaleur via un réseau de transport, distribution avec 350 mégawattheures récupérés. Et donc là, on n'avait pas de fiche C2E spécifiquement. Euh, et donc, du coup, sur cette opération qui est inférieure à 1000 mégawattheures, on peut financer de l'ordre de 30% euh, l'opération, puisque c'était une grande entreprise. Euh, et donc, ouais, bon, le temps de retour ici est pas le plus. Ouais, est encore peut-être un peu limite, mais dans un plan de décarbonation global, il peut arriver à s'intégrer, effectivement. Et puis du coup, je vous mets quelques ressources utiles. Donc l'étude de l'ADEME, il y a eu une étude aussi qui est sortie par l'agence régionale Aura2E, publiée en février, donc là que je vous partage, que vous pourrez regarder. Euh, donc voilà, moi je pense que on arrive au bout du webinaire. J'espère que voilà, vous avez euh, un peu préciser des éléments de contexte que vous souhaitiez trouver dans cette présentation. Du coup, elle a été enregistrée. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, il nous reste allez, 5 minutes pour, euh, pour évoquer peut-être les retours d'expérience ou d'autres questions que vous avez. Et dans tous les cas aussi, on est joignable sur les adresses que vous voyez ici. Donc l'ALEC à gauche sur la partie plus opérationnelle et puis la métropole avec Maxime Dina en pilotage du dispositif. Il n'y a vraiment aucune question que- qui serait inutile. Je pense qu'elle peut après servir à tout le monde, hein. N'hésitez pas vraiment. Si- Elle peut être assez spécifique Il faut croire que tu as été très clair. ou qu'on a très faim. Euh, Oui. Non. Eh ben, du coup, alors, je tenais déjà à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Donc, l'ensemble de l'équipe Primeco Chaleur est joignable, hein. Vous avez ici les coordonnées notamment générique du dispositif. Vous avez ici l'adresse du lien de la Primeco Chaleur qui est hébergée sur le site de l'ALEC. Vous y retrouverez l'ensemble des fiches que vous avez vues, donc les critères aux études, aux travaux. Vous y retrouverez également le présent webinaire. Sachez qu'aussi, je sais que plusieurs bureaux d'études nous ont fait remonter le fait que lorsque vous saisissiez les dossiers de demande qui sont également présents sur notre site, il y avait toujours des questionnements sur qu'est-ce qui est attendu sur telle case. Voilà, donc bah, effectivement, je comprends que parfois, ce fichier est quand même assez compliqué. On va proposer, donc il a été revu par l'ADEME pour 2026, pas plus tard que la semaine dernière, donc on va proposer de vous l'expliquer via des cours webinaires qui seront également enregistrés, donc on pourra vous partager après la méthodologie, ce qu'on attend, ce qui est, comment, ouais, quelle est la philosophie derrière de ce qui est demandé dans les différentes cases, parce que du coup, on se rend compte que vous perdez un peu de temps à comprendre ce que l'on doit mettre. Nous, après, on perd aussi du temps dans l'instruction et puis en rajoutant des échanges. Et donc, voilà, je pense que c'est gagnant-gagnant. On vous prépare ça pour bah, les différentes énergies, hein, spécialement géothermie, solaire thermique et bois énergie.
Voilà, donc merci à vous. On reviendra vers vous avec le lien de ce webinaire. Et puis du coup, au prochain, j'espère que vous serez bien présents aussi pour les prochains webinaires du coup sur les fiches techniques. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, comme l'a dit Lucas, on se retrouve très prochainement pour de prochains webinaires de décodage des fiches projet biomasse, solar thermique et géothermie. Merci encore pour votre participation et puis à très bientôt. Bonne journée à vous.